Quand on dit son nom, on évoque pêle-mêle les Canaries nantais, le Real Madrid, la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, son parcours exceptionnel de footballeur international au palmarès bien garni, la France, Black Blamber, on évoque aussi souvent sa femme, Adriana, mais lui, on le connaît finalement assez peu. Ses origines kanak, par exemple, sont rarement évoquées, alors qu'elles constituent l'homme dans ce qu'il a de plus profond en lui. Celui dont le nom signifie « homme en colère » est avec nous dans VIP. Je vous salue, Christian Carambeu. Bonsoir. Bonsoir. Homme en colère, Carambeu? Oui. En fait, on est des descendants des clans Midja, du clan Midja qui veut dire éclair. Et suite à une malédiction, on était obligé de séparer la famille, enfin le clan. Et donc, le clan Carambeu est né donc, en colère à cause de cette malédiction, mais en même temps parce que quand il y a l'éclair, on dit que le dieu est en colère. Donc voilà. D'accord, on va plonger dans toute cette culture kanak qu'on connaît finalement assez peu. Et c'est bien parce que les Français connaissaient peu cette culture kanak que vous avez refusé toujours de chanter la Marseillaise. On va le dire une fois pour toutes, comme ça ce sera fait. On n'en parlera plus de toute l'émission. Non mais je sais que c'est un peu... Oui. Ça commence à vous énerver. C'est vrai qu'on vous a souvent reproché de ne pas chanter la Marseillaise sur les terrains de foot. Et il y avait une vraie raison pour cela. Est-ce que vous voulez bien... En fait, voilà, j'explique dans le bouquin, depuis mon jeune enfance, j'ai toujours chanté la Marseillaise. Le bouquin, on va expliquer ce que c'est. C'est un livre, Christian Carambeu, Kanak, aux éditions Don Quichotte, fait avec Anne Pitoiset et Claudine Véry. Je le montre, vous allez le voir, et je vous écoute. Donc oui, dans le bouquin, depuis mon jeune enfance, je relate les faits que j'ai toujours chanté la Marseillaise, agiter les drapeaux tricolores pour recevoir les hommes politiques français, les haussaires français. Et que c'est vrai qu'on arrivait en France, surtout en équipe nationale, où un personnage politique français nous pointe du doigt en disant qu'on est des Noirs dans cette équipe. Donc quelque part, il nous renvoie d'où on vient et ne connaît pas vraiment notre histoire, parce que si on est en équipe de France, ça veut dire qu'on est français, profondément français. Donc, quelque part, il insulte le peuple français parce qu'on fait partie de l'histoire de France. Donc voilà, tout simplement, je dis OK, si c'est comme ça, autant être silencieux. Et voilà. Vous avez été choqué, c'est vrai, en arrivant en France à l'âge de 17 ans, c'était pour être en école à Nantes. Foot, oui. En école de foot, en centre de formation en tout cas. Vous avez été assez choqué. Vous, la France, vous connaissiez forcément, parce qu'en tant que colonisé, on vous a élevé dans le culte de la France. Vous avez appris une histoire qui n'était pas la vôtre, agité un drapeau qui n'était, entre guillemets, pas le vôtre initialement. Et puis vous arrivez en France et les gens ne savent même pas où c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est un choc quand même. Ben, c'est vrai qu'on nous tanne de vouloir de faire la cartographie, la géographie, et vraiment répertorier les provinces françaises. Et à l'arrivée, quand je dis, en plus c'est vraiment naturellement, ouais, je viens de la Nouvelle-Calédonie, croyant que la personne en face va dire, ah ouais, ok, c'est dans le Pacifique, etc. Non. Il me renvoie soit aux Antilles, soit dans les Caraïbes, soit carrément en Afrique. Donc c'est assez vexant. C'est pas vexant, il y a quand même un décalage de ce que moi j'ai vécu et de ceux qui sont ici, qui normalement doivent connaître vraiment soit la géographie, soit justement l'appartenance à la France. Je parle des territoires. Oui. Alors, vous êtes de Lifou. Ma maman de Lifou, mon papa de Canala, donc de la Grande-Terre. Enfin, je suis vraiment de la Nouvelle-Calédonie, la Grande-Terre et des îles. Voilà. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance, Christian Carambeu? Ah, il y a plein de parfums. Mais je dirais que l'odeur de sérénité et de paix. Ouais. De sérénité et de paix. Ah, c'est drôle, parce que moi, je m'attendais à ce que vous donniez l'odeur d'un fruit particulier ou d'un légume ou d'un parfum de cette terre. Et finalement, c'est la sérénité et la paix. On est dans le symbolisme, alors. C'est vrai que j'aurais pu parler de pommes lianes ou de canne à sucre ou de papaye. Non, mais c'est intéressant, je trouve. C'est vraiment le vert paradis de votre enfance. Oui, puisque justement, on y est baigné. Enfin, moi, de mon enfance, j'ai pas subi d'agression ni de violence, mais qu'au contraire, voilà, être éduqué avec des valeurs peut-être simples, mais en même temps qui m'a construit pour pouvoir voyager
et remplir justement cette carrière, oui. Vous dites avoir été éduqué de manière simple. J'aurais même tendance à dire, après avoir lu justement ce livre qui retrace votre parcours, je dirais même de manière un peu austère, même vous viviez chichement. On vit avec ce que, oui, on vit avec les fruits de la terre, ce que donne la terre, oui, on le conçoit ainsi, c'est-à-dire que bien sûr, et ça c'est culturel, donc on fait de la culture vivrière, donc on se satisfait de ce qu'on a dans le terroir et on grandit avec. Alors, vous avez tous grandi dans au départ en tout cas la même cabane avant, parce que c'est une famille, vous êtes issu d'une Même famille... case. Une case. Pas une cabane. Une case, pardon. Vous avez raison, il faut être juste sur le vocabulaire. Vous avez grandi dans une famille, c'est même plus nombreuse à ce niveau-là. C'est une tribu. Oui, vous pouvez nous dire combien vous avez de frères et sœurs? Oh, plus de 15, oui. Plus de 15, je ne savais même pas. Oui, parce qu'en fait, mon père en a adopté. Mais c'est bien parce que, en fait, pour lui, il y a de la vie de la maison. Et puis voilà. Et puis il aimait protéger, surveiller. En fait, il aimait aussi scolariser surtout les enfants. Alors voilà, on va parler de votre papa, qui n'est plus ici depuis quelques années, qui était instituteur dans une école liée à l'église protestante, Exactement, en fait. Créée par Maurice Lénard. Il était un pasteur. Voilà. Et lui, dans la rue, il n'arrive pas il ne peut pas comprendre qu'un enfant ne puisse pas être à l'école. Donc il demande aux parents de pouvoir l'accueillir. Et donc, finalement, l'adopter et le mettre à l'école. Voilà. C'est ce que faisait mon père. Alors, évidemment, vous, en tant que fils instituteur, vous deviez d'être bon élève. Oui, naturellement, oui. Obligé aussi. Et comme cette école était liée à l'église protestante, est-ce que vous avez été vraiment, parce que votre papa était aussi plutôt de cette confession-là, est-ce que vous avez vraiment été élevé dans la confession protestante? En fait, il avait, comment dire, oui, ce sens pédagogique, parce que déjà, d'être enseignant, il faut être pédagogue, mais en même temps, c'est vrai qu'à la tribu, déjà, oui, il y avait une confession protestante. Donc, vous avez fait l'école du dimanche? Ah oui, j'ai tout fait, j'ai fait la messe, oui. Mais vous en avez gardé quoi de cette éducation? J'ai fait aussi du catéchisme. Hein. Ouais. Voilà, donc, même moi, dans mon jeune âge, j'apprenais aux plus petits comment faire une prière. Donc, Ah bon? Vous leur disiez quoi? J'ai inventé. D'accord. Et vous en avez gardé quelque chose de cette éducation religieuse? Je crois que ça se ressent dans mon parcours aussi. J'ai lu la Bible, je l'ai analysée, je l'ai parcourue, qu'est-ce que je peux dire? Et donc, il y a des symboles, des paraboles qui me vendent, et oui, que je conçois aussi dans la vie de tous les jours. Oui. D'accord. Avec une affection particulière pour un personnage plus qu'un autre ou... Non, parce que pour moi, quand je parle de paraboles, de symboles, pour moi, d'aimer son prochain, c'est bien sûr de respecter l'autre, et ça va avec la culture que j'ai, ça va avec mes valeurs, donc d'humilité, de respect, et la Bible le confirme. Ouais. D'ailleurs, elle n'est pas issue de la Bible, cette citation, mais elle est citée dans votre livre. C'est une citation d'Albert Camus, qui donc n'a pas écrit dans la Bible, comme je ne l'apprends à personne, qui est une phrase qui est toute simple finalement. « Je ne connais qu'un devoir, c'est celui d'aimer ». Et c'est un peu une devise que vous pourriez vous attribuer finalement. C'est gentil, oui. Oui, parce que déjà, comment expliquer? On aime déjà la nature. Donc, si on aime la nature, on aime l'autre, l'homme aussi. Donc, et donc, c'est pour ça que je dis que l'homme, fondamentalement, est bon. C'est simplement l'environnement qui l'a perverti. Alors, quand ça sort de votre bouche, Christian Carambeu, ça prend une teinte toute particulière, cette phrase, parce que vous avez grandi, qu'on se rende bien compte, vous avez grandi dans une case, dès le matin, vous étiez dehors dans la nature, vous avez complètement grandi dans la nature, vous n'aviez pas de ballon de foot, vous les fabriquiez vous-même, avec quoi? Avec des toiles d'araignée? Oui, oui. Bah oui, évidemment, Emmanuel, avec des toiles d'araignée, les ballons de foot. Non mais, tu sors d'où, ma grande? Non, mais c'est vrai, c'était nos aires de jeu, c'était la nature en même temps qui était là, présente, omniprésente même. Donc, soit, bien sûr, on sautait de branche en branche, ou avec des cordes, mais en même temps, oui, on fabriquait nous-mêmes nos jeux, oui. Vous avez survécu à l'univers urbain, très urbanisé de l'Europe quand vous êtes arrivé? On s'adapte finalement, même si c'est vrai qu'on a des repères. C'est vrai que
enfin, je touche du bois, mais il suffit que je passe une fois et je me repère, voilà. D'accord. Oui, donc une capacité d'adaptation assez développée quand même. Je sais pas, mais voilà, c'est dans ma nature, donc d'avoir justement cette faculté de pouvoir, oui, de m'adapter et puis de savoir où je suis et comment je peux repasser, etc., etc. Vous avez prononcé, Christian Carambeu, plusieurs fois le mot valeur, et je vais vous faire une citation où vous dites dans le livre les Kanaks sont un peuple de labeur pour qui le silence et l'humilité sont les vertus reines. Et un peu plus loin, humilité, obéissance, respect, les vertus cardinales du Kanak. C'est vrai. Humilité, on peut les reprendre une à une. Humilité parce que c'est la loi du clan. Oui, parce qu'en même temps, il y a aussi derrière le sens même de l'écoute, avant tout, et d'observation. Donc avant de pouvoir prendre la parole, bien sûr, on écoute et on analyse, et peut-être après, prendre la parole. Donc ça va dans ce sens. Et puis bien sûr, effectivement, par la suite, le respect, où là, bien sûr, on respecte d'abord l'aîné, et puis voilà, et reprendre aussi la parole, bien sûr. Et humilité, obéissance et respect. Il y a un moment, je crois que c'est la première fois que vous avez amené Adriana sur votre île. Oui. Elle est un peu surprise parce que vous avez une stature, enfin tout le monde vous connaît, vous êtes un international de foot, votre nom parle à tout le monde, sauf qu'une fois que vous êtes chez vous, vous êtes un au milieu des autres. Quoi. Oui, oui, ce qui est normal. Oui. Et vous reprenez complètement la soumission au chef du clan et vous reprenez complètement ma place, oui. Votre place, voilà. Exactement, oui. Votre place. Oui, pour moi c'est naturel, puisque en grandissant ainsi, j'ai jamais dépassé non plus ceux qui sont au-dessus, au niveau des rangs. Donc, bien sûr, il y a un chemin. Et pour demander quoi que ce soit, je suis obligé de passer par l'autorité qui est plus. Une voie hiérarchique, en fait. Exactement. Il y a une hiérarchie chez nous, donc je respecte ces hiérarchies. D'accord. Et je lisais, moi j'ai un peu découvert la culture kanak, très honnêtement, en vous lisant. Hein. Alors, votre clan est un clan de la mer. Hein. Donc on suppose qu'il y a des clans de la terre. Alors ça veut dire quoi que vous êtes un clan de la mer? En fait, le clan Midja vient justement d'un espace où vivant à côté de la mer, de la mangrove, etc. Et depuis cette malédiction, on est venu vers les terres. Mais c'est vrai que voilà, quand on veut des langoustes, il suffit juste de demander, on sait où les trouver, par exemple. D'accord, donc c'est quand même une tribu très attachée à la mer. Vous avez gardé ce goût-là de la mer, des rivages, de l'eau? Oui, bien sûr. Moi, je vais assez souvent. D'ailleurs, je plonge assez souvent. Et, voilà. D'accord. Il y a un invité qui est venu sur ce fauteuil rouge avant vous, il y a quelques semaines, qui est un journaliste que vous connaissez sans doute, qui voyage énormément, qui s'appelle Bernard de la Villardière. D'accord. Et il a voulu vous poser une question. Qui est peut-être plus la question d'un voyageur que d'un journaliste d'ailleurs. Donc je vous propose de l'écouter. C'est la question de VIP à VIP. Christian, il y a un territoire que je connais très mal, c'est la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, j'y ai de lointains cousins. J'aimerais le découvrir, j'aimerais le faire découvrir aux téléspectateurs d'M6 à travers Enquête exclusive. Est-ce que vous seriez prêt à m'emmener en Nouvelle-Calédonie et à me servir de guide? Avec grand plaisir. Avec grand il y en a un, plaisir. il se place là. Non, avec grand plaisir. D'ailleurs, on va très prochainement organiser les Jeux du Pacifique entre le 27 août au 10 septembre. Donc c'est l'occasion justement pour qu'ils puissent venir. Ouais. C'est quoi les Jeux du Pacifique? Alors ça regroupe tous les régions, plutôt les pays du Pacifique, le Samoa, Fidji, Vanuatu, donc la Nouvelle-Calédonie, tout ce bassin du Pacifique, de l'océan Pacifique, où on va pouvoir justement faire un jeu, comme un jeu olympique, et entre nous. Voilà. Au départ, c'était plutôt culturel, et par la suite, le sport est venu. Prend un petit peu le dessus. Plus d'ampleur, oui. Donc voilà, cher Bernard de la Villardière, eh bien, votre invitation a été reçue, récupérée au bon, et c'est un magnifique but. Non, mais c'est vrai. Avec une enquête exclusive, en plus, on peut faire un grand sujet. Eh ben, on lui transmettra. Il y a un tabou dans votre famille. Je ne sais pas si je dois dire famille, clan, tribu. Dans votre clan, d'accord. Tout à l'heure, je me suis fait reprendre parce que j'ai dit cabane à la place de case. Donc, je fais bien attention au vocabulaire. Il y a un tabou qui est lié à votre
père, grand-père Oui, ou arrière-grand-père, j'ai un exact, doute, c'est arrière-grand-père, grand-père, Arrière-grand-père. non, oui, vu la date arrière-grand-père, qui est venu en France dans des conditions un peu particulières au début du XXe siècle. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cet épisode? Il a visité Paris, mais alors peut-être pas de la manière dont il aurait voulu visiter Paris. Ben, c'est en 1931 où justement la France montrait son envergure internationale, sa puissance internationale, et donc a fait inviter ses colonies, et bien sûr ces colonies, que ce soit d'Afrique mais aussi du Pacifique, et donc notamment la Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'avec les organisateurs, ils avaient décidé de faire venir justement des Kanaks pour montrer ce que c'était vraiment un Kanak. Donc, en fait, ils l'ont exposé comme des cannibales. Oui, à la Villette, je crois, au jardin d'acclimatation, oui. En fait, l'idée, c'est que quand ils sont venus choisir des gens sur place, des Kanaks, votre grand-père s'est retrouvé dedans, mais eux, si j'ai bien compris, pensaient venir montrer leur culture, la richesse de leur culture, oui. leur mode de en fait. vie, enfin que ce soit un échange, voilà. Exactement. Sachant que à l'époque, en bateau, il faut mettre 3 mois ou 4, enfin, je sais plus les conditions, oui, Ouais, et même sûr. les conditions de voyage. Un Kanak n'a jamais voyagé autant. Hein. Et puis en même temps, arrivé, il faisait froid. Et, je sais quand ils sont arrivés à Marseille, c'était pas très facile. D'ailleurs, ils ont perdu plusieurs de l'heure. Et de Marseille à Paris, encore plus difficile. Et voilà, donc c'était. Oui, voilà, c'était difficile, mais comment expliquer ça? C'était plutôt le fait d'avoir donné une parole, d'échanger les paroles en disant vous venez, et on vous rendra aussi des lopins de terre. Donc, Ce qui a été respecté ou pas? Non, jamais abouti, voilà. Bien sûr. Et ce qui a été très dur aussi, c'est qu'on a voulu falsifier leur identité, puisqu'on leur a demandé d'avoir des os nus pour faire vraiment cannibale dans la main. Déjà, détenus. Les femmes, on leur demandait de danser les seins nus. Exactement. Qu'elles ne faisaient jamais, évidemment, chez elles. Voilà, on a voulu pervertir des hommes. Et surtout, oui, les rendre cannibales, surtout. Ce qui n'était plus depuis des générations, quand même. Exactement. Voilà. On les a évangélisés et après, on leur a dit de se remettre à nouveau comme des païens. C'est une blessure pour vous, cette histoire familiale? Non, parce qu'on a embelli l'histoire. Mes grands-parents ont embelli l'histoire en disant que, au contraire, que nos familles ont été les premiers à être reçus et à rencontrer les grands chefs français. Donc voilà, l'histoire est revenue comme ça. Oui, elle était tellement douloureuse qu'il fallait un peu l'embellir, comme vous dites. Exactement. Évidemment, pour que ça passe à peu près. Le plus douloureux, c'est d'avoir été échangé avec des alligators. Ça, c'est beaucoup plus douloureux. C'est quoi, échanger avec des alligators? Oui. Donc, les Allemands d'Hambourg ont demandé oui, à la place des alligators, des cannibales, oui. Ben, pourquoi pas? Et alors, un Kanak, ça valait combien d'alligators? Vous connaissez le taux de change, non? Ben, un alligator, un Kanak. Donc un alligator, un Kanak, bah oui. Bien sûr, évidemment. Alors, on découvre beaucoup de choses sur vous aussi en tant que footballeur dans votre livre. D'abord, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas perdre. Et ça date depuis tout petit. Vous pouvez piquer des colères homériques à chaque fois que vous deviez perdre. Et votre papa, qui est vraiment celui qui vous a dirigé vers le foot et qui vous a soutenu dans votre désir d'être footballeur professionnel, a eu toutes les peines du monde à canaliser l'énergie du petit. Alors j'allais dire du petit Christian, mais finalement, on ne vous a jamais appelé Christian. Là-bas, c'était plutôt Lali. Exactement, c'est mon nom Kanak. Ouais. C'est votre nom? Mon prénom Kanak. Ouais. Kanak, que vous utilisez toujours finalement en famille. Qu'en famille, oui. D'accord. Donc Adriana, elle vous appelle Lali ou Christian? Parce que quand elle parle de vous, elle dit plutôt Christian quand même. Oui, Christian, mais quand elle veut être vraiment sérieuse avec moi, elle m'appelle Lali. Donc là, je vois qu'elle est sérieuse. Oui. D'accord. Et donc le petit Lali, il a quand même fallu canaliser cette énorme énergie que vous aviez en vous. Oui, en faisant du sport. Donc mon père, tout de suite, il m'a mis dans le sport, dans l'athlétisme. Dans le saut à la perche aussi, vous étiez très bon au saut à la perche. Oui, on a failli perdre un footballeur, dites donc. Non, c'est vrai, j'ai exercé cette discipline et ma foi, j'ai bien aimé. Parce qu'en même temps, parce que j'avais un grand professeur qui était Paul Pognawa, qui était aussi champion de France de saut en hauteur.
et qui m'a initié à la perche. Donc, oui. Mais le football, toujours, ça a été quand même depuis le départ, c'était le football, le football, Oui, le ben football. oui. En faisant avec l'étoile d'araignée, à la fin, on m'a quand même donné un vrai ballon. Ça a dû être dur quand même le décalage entre le foot que vous pratiquiez chez vous et puis le style de jeu, enfin les techniques qui sont forcément autres quand on saute d'un continent à l'autre. Quoi. C'est clair. En fait, comme tout gamin, on croit savoir ou connaître, oui, on croit savoir le foot. Mais en fait, on est arrivé en France, d'ailleurs à Nantes. On m'a expliqué vraiment les paramètres du jeu. Et en plus, c'est un jeu à la nantaise, donc c'est une autre philosophie. Et donc oui, là, je me suis appliqué à apprendre comment jouer au football. Oui. C'est quoi la philosophie du jeu à la nantaise? Vous parlez à une inculte en termes de football. Donc, je me suis intéressée au foot, Oui. écoutez, en 98, comme beaucoup de femmes au moment de la Coupe du Monde. Ben, en fait, le jeu à la nantaise, c'est vraiment de faire circuler le ballon dans son espace avec une vitesse. Et pouvoir l'emmener vers le but assez rapidement. Oui, mais vous, la vitesse, ça vous connaît, parce que vous êtes quelqu'un qui savait courir vite quand même. Oui, mais dans un espace limité, face à un adversaire, il faut savoir déjouer l'adversaire, donc amener le ballon là où l'adversaire n'y est pas, donc dans des zones ou dans des espaces peut-être aveugles pour les uns, mais pas pour ceux qui jouent. Voilà. Ça a été difficile cet exil, parce que vous étiez jeune quand même, de prendre la décision de partir à l'autre bout de la terre. Pour bien sûr vivre votre passion, mais ça aurait très bien pu éventuellement ne pas réussir. Bah, disons que j'avais peut-être... pour moi, quand je suis monté dans cet avion, je me suis investi d'une mission. Tout de suite, en montant les marches de l'avion. Et j'ai cessé de pleurer face à la porte de l'avion en disant « Ok, c'est maintenant ou jamais, c'est une chance en même temps, je dois réussir ». Et voilà, donc j'ai séché mes larmes et là je me suis investi dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme et voilà. Et c'est pour ça que vous n'êtes même pas retourné au moment où les portes se sont fermées pour regarder votre mère qui, elle, évidemment, n'était pas exactement dans le même état que vous, parce qu'elle a beaucoup résisté avant de vous laisser partir, votre maman. Elle m'a refusé 2-3 fois, oui. Et donc vous aviez, c'est un peu le passage à l'âge adulte, hein, vous aviez 17 ans. Exactement, oui, pour moi c'est une... Rien que ça, j'ai dû grandir 2 fois ou 3 fois. Bah oui. Ouais. Rien que le temps de ce voyage en avion. Ouais, c'est un exil aussi, parce que finalement, le week-end, vous ne rentriez pas chez vous, vous n'étiez quand même pas nombreux à ne pas rentrer chez vous. Et jamais on vous a entendu vous plaindre. Non, parce que déjà, j'avais 15 jours pour m'exprimer, pour donner aux dirigeants du FC Nantes si j'avais le talent ou pas, mais en même temps, si j'avais cette résistance aussi, si je pouvais m'adapter. Et c'est vrai qu'en 15 jours, j'ai rencontré des personnes qui m'ont facilité la tâche, qui m'ont accepté en tant qu'individu et qui m'ont compris aussi, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, un jeune qui arrive, il est recalé. Hein. Il y a beaucoup de talents qui sont sur place. Donc voilà, ils avaient justement cette faculté de comprendre que j'arrive quand même de 48 heures d'avion, qu'il fallait me laisser le temps et que peut-être que j'avais une marge de progression. Donc là-dessus, ils se sont investis là-dessus. Et voilà, maintenant, ils savent que je suis très reconnaissant, que ce soit les Suédois, les Denoex et bien sûr l'FC Nantes. Oui. J'allais dire, ils ont misé sur le bon cheval et d'un seul coup, je me souviens qu'on vous appelait le cheval fou. Exactement, oui. Ouais. C'est lui qui courait un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que je parle de Marcel Desailly, mais le premier qui m'a lancé cette expression, c'est Jean-Claude Suédois quand même. Hein. Alors, nous, on a tendance à... Ronald Denoex, un des deux, un de mes coachs en fait. On a tendance à penser, forcément, quand on regarde votre carrière, que votre meilleur souvenir, ça doit forcément être la Coupe du Monde en 98. Est-ce que c'est vraiment votre meilleur souvenir ou est-ce que finalement il y en a eu d'autres? Qu'est-ce que j'ai dit dans le livre? Hein? Je ne sais pas, dites-moi. En fait, j'ai trop de souvenirs. En fait, pour moi, le meilleur souvenir, c'est déjà d'arriver au FC Nantes et de signer mon premier contrat. Parce que c'est le début de la vie professionnelle, ça. Exactement. Parce qu'en même temps, c'est là où j'acquiers la notion de travail. Parce que c'est comme ma mère le dit, pour elle, le foot n'est pas un métier. Oui, le football n'est pas un métier. Donc c'est vrai, parce qu'on n'a pas cette conscience quand on est sur les territoires néo-calédoniens, où bien sûr c'est amateur, le foot est amateur, comme dans d'autres pays d'ailleurs.
Et ça s'est professionnalisé il y a, je ne sais pas quand, mais voilà. Donc j'ai été dans cet environnement. Et voilà, en même temps, de savoir que c'est ma fonction principale, je me suis investi aussi. Il reste quoi aujourd'hui pour vous de cette France black, blanc, beurre? C'était en 98, Bon, c'était il y a un moment maintenant. Ben, c'est difficile de se limiter à ce slogan Black Blanc Beurre, parce que pour moi, c'est la France lui-même. Voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle d'identité nationale, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il faut accepter. Ça vous a énervé ce débat sur l'identité nationale? Mais pourquoi doit-on débattre de l'identité nationale? Est-ce qu'il y a vraiment une crise d'identité? S'il y a une crise, ben, autant aller dans les points où ça touche justement cette crise. Et là, je crois que la réflexion doit se porter sur les communautés où on doit éclairer en même temps leur histoire. Plus on éclairera l'histoire de chaque communauté, bien sûr qu'ils épouseront sûrement les valeurs de la République. Et ça, c'est clair, on sera bien sûr cette France. Oui. Alors donc, ce que j'en entends, moi, c'est que Black Blanc Beurre, vous avez dit d'ailleurs le mot, c'était finalement un joli slogan, mais c'est pas aller plus loin. Non. Puis même, c'est malheureux de restreindre la France à ça. Donc, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Quand on va aux États-Unis, on sent le sens national, on sent que ce soit un black, voilà, ou oui, parce un qu'il blanc. y a le mot patrie a encore un sens là-bas. Il y a un très fort sentiment d'appartenance. Voilà. Oui. Donc, voilà, un Américain, il le dit. Nous, non, c'est difficile. Ça veut dire quoi? Il y a un malaise, oui. Nous allons passer maintenant à la question tombée du ciel. C'est une question qui tombe comme ça, du ciel, parce que c'est une question de prêtre. La question du père Geoffroy-Marie de la communauté Saint-Jean, une question qui vous est adressée, Christian Carambeu. Alors ouvrez bien vos oreilles. Bonjour Christian. Vous avez un jour affirmé que le sens de votre existence tenait dans ces deux affirmations, s'aimer les uns les autres et se respecter dans les différentes cultures. Il se trouve que dans ces affirmations, on rejoint de près la religion chrétienne où il est dit dans l'Évangile que aimer son prochain et aimer Dieu, c'est le même amour. Alors, vous aimez votre prochain, mais par rapport à Dieu, que pensez-vous de ce Dieu amour ? Avez-vous la foi en Dieu et aimeriez-vous découvrir un jour cet amour de Dieu pour vous ? Ah, c'est pas la petite question, hein. C'est jamais des petites questions avec non, le mais père un journaliste Geoffroy-Marie. m'a demandé si j'étais œcuménique ou en lisant le bouquin. Peut-être être baigné par l'environnement, je dirais, évangélique, parce que j'ai été dans une école bien sûr, évangélique. Sûrement, ça m'a donné justement ces réflexions-là, ce comportement. Mais en tout cas, encore une fois, je disais que sur la coutume kanak et la Bible, on dirait que c'est le même bouquin. Enfin, c'est le même bouquin. Oui. Donc, en tout cas, c'est régi par les mêmes principes. Mais en même temps, par exemple, quand on parle de parole, on parle de parole de l'Évangile. Mais nous aussi, on parle de parole sacrée, parce que pour nous, une parole donnée est une parole sacrée. Donc, d'ailleurs, la devise néo-calédonienne, c'est parole donnée, terre de partage. D'accord, oui, c'est ça, terre de partage. Ah, je l'ai noté quelque part. Terre de parole, terre de partage. Terre de parole, terre de partage, pardon. Et donc ça va dans ce sens-là, et qu'effectivement, oui, je crois à la nature humaine, je crois à la foi de l'un et de l'autre. Et oui, je considère qu'on se doit de s'aimer encore davantage les uns des autres pour justement effacer toutes les inégalités, pour effacer peut-être des violences et se comprendre. Donc voilà. Et pour moi, Dieu est proche. Voilà. Parce que dans le langage kanak, Dieu est celui qui est en face. Dieu est un homme.
Donc c'est pour ça qu'on doit respecter l'autre. Parce que entre Dieu, on doit se respecter. D'accord. Oui, Dieu est le prochain. C'est finalement effectivement ce que vous dites, très proche de ce que dit la Bible. Donc vous vous reconnaissez parfaitement finalement dans les principes et les préceptes de la Bible. Exactement, oui. Non seulement parce que vous avez été éduqué dans cette foi-là, mais aussi parce que ça correspond parfaitement bien avec la culture kanak. Oui. D'accord. Et vous avez une fille qui a quel âge, Inès? 15 ans, bientôt 16 ans. 15 ans. Oula, adolescente, ça va? Pour l'instant, elle est très sage. Alors, ce n'est pas la fille d'Adriana, vous n'avez pas loupé un épisode. Hein, non, c'est une autre maman. Vous avez essayé de lui enseigner quoi à cette fille en termes par rapport à ce que vous aviez compris de la vie? En fait, voilà, j'ai pas donné. Je l'ai juste emmenée avec moi dans mes voyages pour qu'elle puisse s'imprégner de chaque culture. Et que quand je l'ai envoyée en Nouvelle-Calédonie, parce que je l'ai envoyée avec ma sœur pour qu'elle puisse comprendre véritablement qui on est. Donc elle a voulu faire comme nous, à marcher pieds nus, oui, voilà, pour dire que oui, effectivement, c'est ma fille, alors que tout le monde sait que bien sûr, elle est comme nous, enfin, elle est de la famille. Mais elle voulait vraiment s'adapter et bien sûr, elle connaît les coutumes, les us et coutumes du pays. Donc voilà, donc elle a aussi cette bassesse, elle a aussi cette humilité. Par contre, elle a cette prise de parole assez récurrente. Et là, Non, mais ça, c'est une fille. C'est typiquement européen aussi. C'est typiquement quoi? Européen. Européen. D'accord, parce que là-bas, oui, on n'a pas rebondi dessus, on a parlé du silence tout à l'heure. Oui. Comme vertu cardinale chez les Kanaks, c'est un peuple du silence? Oui, comme chez les Corses aussi. D'accord. Ah, ça, vous aimez beaucoup les Corses? Non, mais chez les Iliens, je crois que chez les insulaires, oui. Parfois, autant être silencieux, ça veut tout dire et ça veut tout expliquer aussi. C'est drôle parce que j'étais en train de faire une association d'idées. Le totem de votre clan, c'est la tourterelle. C'est bien oui, ça? Je ne sais pas qui a écrit. C'est dans le livre. C'est la tourterelle. Vous êtes parti pour devenir un canari à Nantes, symbole du club là-bas. Et puis votre fille, qui jacassait comme une pie, elle a dû apprendre à se taire, elle, en découvrant un peu ses racines exactement, aussi. Elle a fait vraiment le trajet inverse du vôtre. Elle s'est déchaussée, elle a appris le silence, elle a dû apprendre ce qui n'était pas naturel chez une Européenne. Voilà, mais en même temps, parce que j'ai envie qu'elle reste fraîche et comme ça, parce que elle se doit d'être européenne dans sa tête, oui. On a parlé d'un tabou tout à l'heure dans votre famille avec ce grand-père qui avait été montré tel un animal à Paris en 1931 au jardin d'acclimatation. Il y a une autre douleur chez vous dont je pense on peut parler, c'est que vous n'étiez pas là pour la mort de votre père. Et votre père a évidemment énormément compté dans votre vie d'homme, mais aussi dans votre vie de footballeur. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vous n'avez pas pu être là parce que la vie est faite comme ça, qui vivait juste à l'autre bout du monde aussi. C'est vrai. Ça reste douloureux aujourd'hui, le fait de ne pas avoir pu être vers votre écoutez, père, je le raconte dès le début de mon bouquin en disant que ça faisait 30 ans que je ne suis pas revenu dans cette tribu. Parce que j'avais perdu mon père et quand je suis parti, j'étais parti avec mon père de cette tribu. Donc je ne pouvais plus revenir dans cette tribu. Et bien sûr, ils l'ont compris. Donc quand je suis revenu, bien sûr, j'ai fait un geste en expliquant mon retour. Mais qu'en même temps, voilà, j'avais bien sûr un manque qui était là, qui n'a pas pu lui non plus, qui n'est plus revenu non plus, pour voir bien sûr que ces plantes-là ont beaucoup poussé, que l'école est toujours là, etc., etc. Mais voilà, donc et surtout c'est que 15 jours avant, j'étais au Japon en lui disant ok, je vais pouvoir revenir sur le territoire. Oui, parce qu'il y avait que 9 heures de vol, donc vous disiez c'est jouable. Exactement, et il a refusé complètement. Donc. Et après, c'était trop tard, évidemment. Et d'ailleurs, au tout début du livre, c'est très joli ce que vous dites, parce que vous aviez planté des arbres ensemble. Ces arbres ont tellement grandi quand vous les avez revus que vous ne les avez pas reconnus. Votre pays, vous l'avez reconnu, lui? Si j'ai reconnu mon pays? Oui. Est-ce qu'il avait tellement changé ou est-ce que vous avez reconnu? Le pays change tous les ans. Quand j'ai quitté Nouméa ou Lifou ou Kanala, c'était encore des... Alors, Nouméa est un grand village ou une grande ville déjà, mais là on parle de Grand Nouméa, on parle de la zone nord, zone sud. Donc tout est nouveau, oui. Tout change. Oui. Tout change en bien ou pas?
Le nickel, le baume du nickel fait changer bien sûr la physionomie et le panorama de l'île. Mais en tout cas, c'est un contexte, je dirais, politique et puis une nouvelle donne politique aussi pour les uns comme pour les autres, sachant que derrière, on veut construire un pays. Voilà, le nickel est le seul moteur économique pour l'instant viable et crédible pour construire un pays. Vous vous êtes beaucoup investi d'ailleurs dans les idées politiques, vous avez toujours beaucoup accompagné ça. Vous aviez la fille de Djibaou, hein. Jean-Marie Djibaou dans votre classe. Son fils, Jean-Philippe. C'était son fils. Oui, et puis c'est une nièce. Voilà, donc vous êtes beaucoup investi dans ce qu'était la politique là-bas, en fait, et dans l'indépendance aussi. Voilà, je relate tout ça, bien sûr, c'est grâce au foot. Hein. Je veux dire, mon fil conducteur, ça a toujours été le foot. Si je n'étais pas ici, je n'aurais pas raconté cette histoire. Bien sûr. Donc, il s'est avéré que oui, la famille Tjibaou était présente dans ma classe, mais ils étaient aussi discrets. Donc, on ne savait pas qui était qui. Mais c'est vrai, quand il y a eu des douleurs de leur côté, on a été solidaires. Quand leur père a été assassiné. Exactement. Donc, on a été solidaires. Et bien sûr, avant qu'il soit assassiné, comme tout Kanak, on a fait des marches. On a fait, oui, les manifs. Des manifestations. Ça, oui. Il y a une vraie conscience politique chez vous, avec un vrai désir aussi d'aider votre pays. Alors, j'ai retenu aussi ces lignes dans votre livre. Christian Carambeu, je vous les lis. Dans le monde océanien, le don, lien spirituel qui rend redevable celui qui le reçoit, est source de puissance. Refuser de donner, ne pas inviter à sa table ou repousser un présent revient à s'opposer à une alliance. C'est en quelque sorte déclarer la guerre. Jusqu'à la colonisation, la propriété privée kanak n'existait pas. Tous les biens étaient partagés entre les membres de la tribu. Le don, c'est aussi quelque chose qui vous est assez naturel. On vous a vu participer à pas mal d'associations caritatives, que ce soit pour aller en Haïti, animer des ateliers sportifs, que ce soit pour faire des matchs. C'est vrai que les anciens footballeurs font régulièrement ça, des matchs de bienfaisance, de soutien pour, par exemple, les sinistrés de la tempête Xintia. Ou pour l'association du Prince Albert de Monaco, Peace and Sport. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'important pour vous de prendre le temps de ça? Oui, parce qu'en même temps, je crois que le foot est un outil d'insertion, d'éducation, mais en même temps de pouvoir véhiculer la paix, et, parce qu'on en a besoin. Et voilà, à travers le sport, on peut justement donner de la vie, donner de la joie à des personnes qui en ont besoin. Est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant dans la mesure où on peut déclencher un intérêt, où on peut déclencher justement, où derrière justement il y a un développement qui se crée, et justement avec un effet d'entraînement, on peut justement fédérer un peuple, d'abord une tribu et après peut-être tout un peuple. Oui. Depuis le début de l'émission, alors les téléspectateurs ne le voient peut-être pas, je vous vois beaucoup, c'est souvent les hommes font ça, tourner votre alliance, qui est très belle. Non, mais pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est que je veux en venir, c'est que si on remonte un tout petit peu plus la main, là, on arrive à votre montre, puis derrière votre montre, on arrive à des bracelets. Et ça, ce sont les objets que Christian Carambeu a emmenés pour on nous. On m'a dit que oui. Il faut amener des fétiches, mais en fait, je ne peux pas les enlever. Je n'ai pas dit des fétiches, j'ai dit d'amener un objet. Alors, on a des bracelets. Parce que je ne suis pas fétichiste non plus. Ah, d'accord. Mais voilà, ma fille m'a offert un bracelet. Et voilà. Là-dessus, c'est marqué « Tu es le plus beau, tu es le… Ben, c'est une petite quoi, fille. Tu es le plus beau, tu es le plus fort, etc. Le plus fort, bon, on est bien d'accord avec elle. D'accord. Et un autre bracelet qui est un cadeau ? Un cadeau, oui, d'une amie qui est arrivée de la Colombie. Donc en fait, c'est le drapeau colombien, ça. D'accord, oui. Et il s'avérait qu'elle a une histoire assez mystique. Alors, elle a rencontré des fantômes. Et en voyant ça, elle a pensé à moi. Elle a pensé à vous. Alors, oui. Bon, moi, l'histoire des fantômes, on y croit pas. Et pourquoi elle a pensé à vous en rencontrant des fantômes? C'est ça qui est assez étonnant, plutôt. C'est pour justement peut-être se désengager de ces fantômes, oui, sûrement. D'accord. Ça rejoint des croyances kanak, peut-être ou... Sûrement, oui. D'accord. C'est bien d'avoir sa fille autour du poignet et ses amis autour du poignet, sa femme au doigt. Elle est importante, cette main gauche. Faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, là. Oui, j'espère bien.
On a parlé des valeurs, on a parlé de religion. Je voudrais qu'on revienne un petit peu avec le petit Lali. Pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, je rappelle que Lali est le nom kanak de Christian Carambeu. Je voudrais qu'on revienne avec le petit Lali. Si vous pouviez le rencontrer aujourd'hui, au détour d'un chemin, vous auriez envie de lui dire quoi, ce petit garçon ? De continuer à rêver et surtout... Vous auriez des conseils à lui donner ? Continuer à rêver, ça c'est quand même un très joli conseil. Non, mais dans ses rêves qui va le pousser à aller très loin. Et puis justement d'assumer vraiment pleinement ses responsabilités si il lui convient d'avoir des responsabilités. Oui. Petit, vous les assumiez déjà beaucoup, vos responsabilités. Ouais, c'est aussi pour ça que votre mère a eu du mal à vous laisser partir. C'est qu'en tant que quatrième d'une fratrie, alors combien, 17, 18 enfants, vous étiez déjà un enfant très responsable finalement. Vous avez beaucoup aidé vos parents, vous vous êtes pris en charge. Ce que pas donné à tous les enfants. Je sais pas. Peut-être que mes aînés n'ont pas beaucoup travaillé, donc à la fin, c'était sur moi que reposaient toutes les tâches domestiques, etc., etc. Donc, mais bon, moi, j'étais bien aux efforts, donc je me sacrifie. Je me sacrifie pas, c'était mon frère. Si, allez-y, mettez un peu de pommade. Non, mais voilà, c'était avec grand plaisir de pouvoir aider mes parents, sachant que voilà, il y avait autant de mains qu'il y avait, mais voilà. J'étais le plus souvent le premier à faire tout ce qu'on me disait de faire, voilà. Qu'est-ce que des peuples comme les... Comme des tâches ménagères aussi. Hein, donc, comme les tâches... Vous cherchez une femme de ménage, Christian Carambeu aime beaucoup rendre j'ai service. arrêté. Le don. Ah, vous avez arrêté, pauvre Adriana. Qu'est-ce que des tribus comme les Kanaks ont à apprendre à nos populations, pas qu'européennes, hein, mais en tout cas surcivilisées, suréquipées, qui surconsomment. Est-ce que vous arrivez à faire le lien facilement entre ces deux modes de vie radicalement opposés ? C'est difficile parce que il y a une accélération de processus qui fait que même nous, on est presque largués. Sauf la nouvelle génération. Qui est arrivé aujourd'hui, qui eux, c'est une génération Internet, donc directement virtuelle, mais qui n'ont pas justement quelque part des fondations. Et ça, c'est dangereux. Ils n'ont pas les fondations, pourquoi ? Parce que la tribu n'a pas réussi à transmettre les coutumes, les valeurs. Parce qu'en même temps, dans toute évolution, c'est clair qu'il y a l'urbanisation, donc des tribus, tout le monde se converge vers la ville, parce qu'en même temps on y travaille, et qu'effectivement quand une nouvelle génération, une nouvelle démographie qui s'installe, ils appartiennent à la ville, ils n'appartiennent pas au mode de vie de la tribu. Donc voilà, ils connaissent des chambres, ils connaissent bien sûr les feux, je veux dire les feux rouges, les feux verts, alors que en tribu, il n'y a pas de feu. Non, mais c'est pour dire, c'est que parfois, ils peuvent passer à l'orange ou au rouge. Et ben, c'est déjà ça, le fait d'être éduqué, alors qu'en tribu, on va pouvoir discipliner les gamins. Ouais. Tandis que, bon, j'ai rien contre le mode urbain, mais en conséquence, voilà, il y a une accélération dans le côté urbain, alors qu'en tribu, on vit avec le soleil qui se lève et qui se couche. Donc, ça, déjà, il y a ça. Il y a deux modes de vie finalement qui s'affrontent et qui doivent apprendre à se connaître j'allais dire qu'ils s'interpénètrent l'un à l'autre, non, parce que c'est surtout la civilisation qui est en train d'irriguer le monde des tribus Kanaks, et l'inverse, c'est pas vraiment vrai. Non. Donc, mais c'est vrai que, comme je le parle dans le bouquin, c'est très difficile d'assimiler le plan épargne-logement. Oui, ça vous dit ça. À un moment, c'est vrai que l'exemple est bien choisi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi difficile. Et d'ailleurs, les banques qui sont sur place, ils se font. Enfin bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Finissez votre phrase. Ils font quoi les banques sur place ? Rien. Non, vous n'avez pas envie de finir ? Non, c'est difficile voilà, c'est normal. C'est un commerce aussi. Une banque, c'est un commerce. Mais c'est vrai qu'il faut personnaliser peut-être leurs produits par rapport à ceux qui ne connaissent vraiment pas le système, je dirais, économique. Ouais. Dans votre livre, il y a tout un carnet photo très sympa. Il y en a une où on voit, alors on sent que
que tout le monde sort de l'eau là. On voit des copains, Pascal Vailleruard, Robert Pires, Aimé Jacquet, Lionel Charbonnier, Bichente Lizarazu. Là, c'était lors de votre jubilé. Exact, ouais. Vous avez réussi, il y a Zinedine Zidane aussi sur une autre photo, vous avez réussi à emmener tous ces gens-là. Vraiment, à nouveau, rendre hommage, remercier justement mes amis. C'est important de faire votre jubilé chez vous, avec vos copains de France. Très important parce que c'est vrai que j'avais envie de faire plaisir aux Calédoniens, d'amener cette équipe de France qui, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie en est très fière. Parce qu'elle aussi, la Nouvelle-Calédonie a gagné cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, dans mon discours, je dis c'est vrai que maintenant, finalement, on est champion du monde, puisque j'ai emmené cette équipe sur place. Oui. Et oui, on sent que c'était important qu'ils découvrent aussi l'autre, enfin justement pas Christian, mais Lali aussi, découvrir d'où vous veniez. Ah, aussi, j'avais envie de faire... Il y avait ce côté-là aussi, je pense. Oui, j'avais envie de faire partager mon quotidien. Et j'espère qu'ils l'ont ressenti. Et ma foi, j'espère que c'était un bon souvenir pour eux aussi. Alors Christian Karembeu, nous allons passer à la toute dernière partie de cette émission qui s'appelle le questionnaire inattendu. S'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas ou vous ne savez pas répondre ou qui vous paraissent peut-être un peu trop saugrenues ou que sais-je, vous avez le droit de dire joker. Mais attention, vous n'avez le droit qu'à un joker. Vous êtes prêts? Okay. Vous êtes prêts? Oui. Il est prêt. Alors c'est parti, le questionnaire inattendu. Christian Karembeu, qui admirez-vous? J'ai admiré mon père, j'ai admiré Mandela, qui je dois admirer aujourd'hui. Que vous avez rencontré, Mandela? Oui. Peut-être j'aimerais rencontrer Obama. Oui. Ça va se faire? Oui, j'espère, oui. Ouais? Ouais. Ça, c'est drôle. Comment on fait quand on est international de foot pour on dit je veux rencontrer Obama et ça c'est se grâce fait? au foot, en fait. Hein. Oui, toujours. Oui. Ah, mais vous savez, le soccer, là-bas, c'est quand même pas ce qui est le plus populaire. Non, mais oui, on a des personnes qui sont aussi députées, et, voilà, qui sont aussi présidents d'une fédération de foot, donc qui peuvent nous amener vers la Maison-Blanche. Vous allez lui dire quoi quand vous verrez Obama? Non, mais sérieux, vous allez... Non, c'est juste une envie. Hein. Bon, oui, bien sûr. Après, qui j'admire aujourd'hui? C'est difficile. Hein. En football, vous admirez qui? Vers qui vous... Parce que vous êtes consultant quand même sportif pour Orange TV. Vous admirez qui en football? Là, qui j'admire? Pepe Guardiola, le coach du Barça. D'accord. Vous faites bien de me le préciser, parce que moi, ça ne me parle pas du tout, mais je suis sûre que tous les garçons en régie et puis tous les hommes devant leur poste feront enfin Messi, enfin, bien sûr, le Barça. Oui, si on parle de joueurs, il y en a plusieurs, mais là, c'est vrai que celui qui tire l'épingle du jeu, c'est le coach barcelonais, qui, ma foi, a réussi à faire plusieurs hommes une très belle équipe, qui joue très bien. Voilà, un jeu très léché, efficace, et d'ailleurs, voilà, à regarder jouer. Voilà, c'était la Minute Foot de cette émission. On ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir faite. Deuxième question, quel est le paysage qui correspond le plus à votre cœur, à votre âme, celui qui reflète le plus votre état intérieur? Ou qui vous êtes intérieurement? Le paysage devant lequel vous aimez vous lever le matin, vous retrouver. Ouf. Paysage préféré? Paysage préféré? Sinon, je vais revenir dans mon enfance, mais là, je ne peux pas, j'ai vieilli, donc... Non, je crois que... C'est difficile. Paysage... Je vous rappelle que vous avez droit à un joker. Non, j'ai pas de joker. Non, c'est un paysage pour moi, c'est juste d'avoir le ciel bleu. Voilà, en face, simplement. Ça suffit. Troisième question. Je sais qu'il y a 28 langues en Nouvelle-Calédonie. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, dans votre langage initial, vous pouvez me dire une petite phrase? Alors, dans la langue de ma mère, qu'est-ce que je peux dire? C'est pour entendre sonner la langue. Ouais, bien sûr. Et là, vous m'avez dit? En fait, c'est une chanson en disant « Je pleure des temps anciens ».
Je pleure des temps anciens. Il y a un côté nostalgique hein, chez vous. Et alors, comme vous Non, êtes... c'est une chanson, donc... Oui, bien sûr. Comme vous êtes marié à une Slovaque, est-ce que vous pouvez nous dire en slovaque? Dobrý den, Ouais. ako sa máš? Jste dobre? Et là, vous m'avez dit, Bonjour, Christian. comment allez-vous? mais très bien, Christian Carambeu, Voilà, merci. est-ce que ça va? Voilà. Ça va bien, merci. Bah, écoutez, je vais vous remercier pour cette Dziękuję. émission. Pardon? Dziękuję, merci. Merci. Dia quoi? Dziękuję. Diekuyem. Quand on recevra Adriana Carambeu, ça va être un vrai bonheur, je vais pouvoir lui faire ça dans sa langue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre vie qui s'annonce encore assez longue hein? Ah, j'espère. À votre âge, hein, ce serait bien. Non, la suite, c'est justement de bien préparer les Jeux du Pacifique, parce que Oui. je suis un ambassadeur des Jeux. Voilà. Et On j'espère. rappelle, c'est fin août. Voilà. Et Et la suite, parce que c'est du court terme, mais pour la suite de votre vie d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment vous imaginez les choses vous de rester dans cette tranquillité, dans cette sérénité. Et puis après, ce qui arrive, arrivera, oui. C'est vrai que vous dégagez une tranquillité impressionnante. Je pense que les téléspectateurs l'ont ressenti pendant toute l'émission. Vous qu'on appelait le cheval fou, Oui. on le cherche aujourd'hui, le cheval fou. On sent que C'est sur un terrain. c'est sur un terrain, j'ai bien compris, mais c'est très posé, très calme. On sent maintenant, il y a de la maîtrise, quoi. Non, mais c'est un compliment, hein, c'est pas... C'est gentil. Ne le prenez pas mal. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de vous poser dans ce fauteuil rouge pendant Merci une à heure. vous. Merci à vous. Vous embrassez Adriana pour nous, votre C'est vrai. fille Inès aussi, tous vos copains. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. Longue vie à ce livre. Donc, je rappelle, Christian Carambeu, Canaque, ça c'est important. Aux éditions Don Quichotte, avec Anne Pitoiset et Claudine Véry qui ont fait un très joli boulot Ouvrage. avec ce livre. On apprend plein de choses et je vous promets, les filles, ça ne parle pas que de foot. Je vous le promets. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.